Bienvenue à toutes et à tous dans TRF Chronique, épisode 109. Aujourd'hui, on se penche sur une situation judiciaire assez inédite en France, celle de l'ancien président Nicolas Sarkozy. Une condamnation, puis une deuxième. La question est simple, doit-il vraiment purger les deux peines ? Eh bien, la justice vient de répondre et sa décision est lourde de conséquences. La question qui est au cœur de tout ce dossier, elle peut paraître simple, mais ses implications sont vraiment énormes. Est-ce qu'un ancien président déjà condamné pour une affaire peut être forcé de purger une deuxième peine pour une affaire complètement différente ? C'est le point de départ de toute cette saga juridique et c'est ce qu'on va démêler ensemble aujourd'hui. Et la réponse est tombée. Le 9 mars 2026, la justice a tranché. Et pour Nicolas Sarkozy, la réponse est un oui clair et net. Cette date marque un véritable tournant. Alors, pour bien comprendre ce qui s'est joué ce jour-là, il faut remonter un peu le fil. Comment est-ce qu'on a bien pu en arriver à cette situation ? Alors, commençons par le commencement, le verdict qui a mis le feu aux poudres. Et attention, il ne s'agit pas d'un nouveau procès, non. C'est une décision très technique, mais avec des conséquences, elles, bien réelles pour l'ancien chef de l'État. Alors, que dit cette décision du tribunal de Paris ? Le point le plus important, c'est que la justice refuse ce qu'on appelle la confusion des peines. On va expliquer ce terme un peu barbare juste après, c'est vraiment la clé de tout. La conséquence, elle est immédiate. La condamnation dans l'affaire Bague-Malion doit être appliquée. Concrètement, ça veut dire 6 mois de prison ferme, mais attention, cela sera très probablement aménagé, vraisemblablement avec un bracelet électronique. Et puis, un point crucial, cette décision n'est pas gravée dans le marbre, un appel est encore possible. Pour bien saisir la portée de ce jugement, il est indispensable de faire un petit retour en arrière. Parce que ce verdict, ce n'est pas l'aboutissement d'une, mais bien de deux sagas judiciaires complètement distinctes, complexes et avec des enjeux très différents. On a donc deux pièces sur l'échiquier. D'un côté, il y a l'affaire dite Bismuth, ou l'affaire des écoutes. Là, on parle de corruption, de trafic d'influence, avec une peine d'1 an ferme à la clé. De l'autre côté, l'affaire Bague-Malion, qui touche, elle, au financement illégal de la campagne présidentielle de 2012. Et là, la peine ferme est de 6 mois. 2 dossiers, 2 périodes, 2 condamnations devenues définitives. On va les regarder une par une pour y voir plus clair. Allez, commençons par l'affaire Bismuth. C'est la première qui a mené à une condamnation définitive et c'est aussi la première qui a inscrit le nom d'un ancien président au casier judiciaire pour des faits de ce type. C'est un moment, il faut le dire, historique pour la justice française. Pour rappel, l'affaire Bismuth porte sur des accusations de corruption et de trafic d'influence. Les faits se déroulent en 2014, c'est-à-dire après son mandat présidentiel. C'est un détail important pour la suite. Après un très long marathon judiciaire, la condamnation devient définitive en décembre 2024. À ce moment-là, il n'y a plus aucun recours possible, c'est terminé. La sentence finale, 1 an de prison ferme. Une peine qui a bien été exécutée, mais attention, pas derrière les barreaux. La loi française permet en effet un aménagement pour ce genre de condamnation, surtout pour des peines relativement courtes. Voyons un peu le parcours de cette première peine. Une fois que la condamnation devient définitive en décembre 2024, les choses vont assez vite. Dès le mois de février 2025, Nicolas Sarkozy se voit poser un bracelet électronique. Il obtient ensuite une libération conditionnelle, une possibilité à son âge, et sa peine se termine finalement en mai 2025. Le point à retenir, c'est que cette première peine est donc déjà entièrement purgée. L'ardoise est en théorie effacée. Passons maintenant à la deuxième affaire, celle qui est vraiment au cœur de la décision récente du tribunal, le dossier Bague-Malion. Ici, on change complètement de contexte. On ne parle plus de trafic d'influence, mais bien de finances et de campagne électorale. Alors là, on fait un bond en arrière jusqu'à la campagne présidentielle de 2012. L'affaire Bague-Malion porte sur son financement illégal, en gros un dépassement massif des plafonds autorisés. Et c'est un point absolument clé. Les faits qui lui sont reprochés sont donc bien antérieurs à ceux de l'affaire Bismuth. La condamnation pour ce dossier, elle, deviendra définitive en novembre 2025. Et la peine prononcée dans ce dossier est de 6 mois de prison ferme. C'est donc cette peine-là qui est aujourd'hui en jeu. La question était, est-ce que cette peine de 6 mois doit être exécutée alors qu'une autre peine, plus lourde, l'a déjà été ? C'est tout le dilemme. Face à cette situation, que fait la défense de Nicolas Sarkozy ? Eh bien, elle enclenche une procédure que son avocat, Vincent Dessery, qualifie lui-même d'extrêmement classique. Et cette procédure, c'est cette fameuse demande de confusion des peines. Alors, entrons dans le vif du sujet. C'est quoi exactement cette confusion des peines ? C'est le concept juridique central qui explique toute la démarche de la défense, mais aussi la décision du tribunal, et finalement pourquoi tout le monde en parle. La confusion des peines, c'est un mécanisme prévu par le Code pénal pour éviter d'additionner les condamnations.
Le principe est assez simple à comprendre. La peine la plus lourde absorbe, elle mange en quelque sorte, les peines plus légères. Le but, c'est d'empêcher qu'une personne purge des peines à la chaîne, les unes après les autres. Ici, l'objectif des avocats était donc que la peine d'1 an de l'affaire Bismuth absorbe les 6 mois de Big Malion. Mais attention, ce n'est pas automatique. Pour que ça fonctionne, il y a des conditions très strictes à respecter. On a bien plusieurs infractions, jugées séparément. Les peines sont aussi de même nature, de la prison. Mais le point qui coince, c'est la chronologie. La loi dit que les faits de la deuxième affaire, donc Big Malion en 2012, doivent avoir été commis avant que la première condamnation, Bismuth, ne devienne définitive. Et c'est sur l'interprétation de cette règle-là que le tribunal a dit non, estimant que les conditions n'étaient pas remplies. Ce verdict, loin de clore le chapitre judiciaire pour l'ancien président, en ouvre un nouveau, peut-être encore plus incertain. Alors la question maintenant c'est, que va-t-il se passer? Quelles sont les prochaines étapes de ce long feuilleton? On pourrait dire, comme le titrait en journal, qu'on entre dans une nouvelle saison judiciaire. La décision sur la confusion des peines a des répercussions immédiates, bien sûr. Mais elle s'inscrit surtout dans un contexte judiciaire beaucoup plus large et encore plus lourd pour Nicolas Sarkozy. Alors concrètement, qu'est-ce qui se passe maintenant? À court terme, la défense peut faire appel de ce refuge. Si l'appel échoue, ou s'ils n'en font pas, eh bien ce sera reparti pour 6 mois de bracelet électronique. Mais en réalité, tous les regards sont déjà tournés vers un autre dossier, d'une toute autre dimension, l'affaire du financement libyen. Et le calendrier est vraiment serré. Le procès en appel dans cette affaire commence quasiment dans la foulée, le 16 mars 2026. Et ce qui est vraiment frappant ici, c'est le changement d'échelle. Les accusations sont beaucoup plus graves, on parle notamment d'association de malfaiteurs, et la condamnation en première instance est de 5 ans de prison ferme. On n'est plus du tout dans les mêmes ordres de grandeur que pour Bismuth ou Big Malion. Finalement, quand on prend un peu de recul, l'accumulation de ces procédures et de ces condamnations définitives pour un ancien chef de l'État, c'est tout simplement sans précédent dans l'histoire de la Ve République. Au-delà du cas personnel de Nicolas Sarkozy, ça soulève une question fondamentale. Est-on en train d'assister à une redéfinition de la manière dont la justice traite les personnalités politiques, les puissants? C'est une question qui va, sans aucun doute, animer le débat public bien au-delà de ces seules affaires.